Voilà, c'est l'heure de Territoire Sénat avec cette affaire Benalla, le bureau du Sénat qui saisit la justice sur le cas de 3 collaborateurs du président Macron. Bonjour à tous, édition spéciale au lendemain de la décision du bureau du Sénat dans l'affaire Benalla. Le gouvernement ne cache pas sa fureur. Édouard Philippe a boycotté la séance de questions d'actualité. Un geste rarissime. Richard Ferrand annule une conférence commune avec Gérard Larcher. La majorité présidentielle parle d'un procès politique. Je ne suis en guerre contre personne, leur répond Gérard Larcher. Le bureau du Sénat a donc tranché hier. Il saisit la justice pour tous les collaborateurs d'Emmanuel Macron mis en cause par la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Ce n'est pas une surprise pour Alexandre Benalla ni pour Vincent Crase. En revanche, ça l'est davantage pour Alexis Kohler, Patrick Stroda et le général Lavergne. Nous sommes basés que sur le droit, clament les sénateurs. Et bien sûr, cette décision et ses conséquences, cette crise majeure entre l'exécutif et le Sénat font beaucoup réagir dans l'ensemble de la classe politique. Quentin Calmet sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau pour un panorama complet de ses réactions. Le gouvernement ne cache pas sa fureur 1 heure après l'annonce de la décision du bureau du Sénat de transmettre les noms des collaborateurs d'Emmanuel Macron à la justice. Le Premier ministre renonce à venir aux questions d'actualité. La majorité présidentielle, dans son ensemble, parle d'un procès politique. C'est donc une crise majeure qui s'ouvre entre le Sénat et l'exécutif. Résumé de cette journée à haute tension, Fabien Recker. Pour l'Élysée, c'est un camouflet. Jeudi matin, le bureau du Sénat décide de transmettre à la justice, outre les dossiers d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, celui du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, tous suspectés de faux témoignages. Également transmis au juge les cas du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et du chef du GSPR, le général Lavergne, mais avec des réserves. Un certain nombre d'éléments sont identifiés, mais ils ne sont pas suffisants pour considérer qu'il y a une suspicion de faux témoignages avérés à ce stade. C'est-à-dire que là aussi, nous transmettons à la justice. Une décision qui braque l'exécutif. L'après-midi, Édouard Philippe décide de boycotter les questions d'actualité au Sénat, une absence guère appréciée des sénateurs. J'aimerais pouvoir répondre à votre collègue. Allez-y. Les membres du gouvernement présents dénoncent une nouvelle fois une croisade politique. C'est une décision politique. Il faut que le bureau du Sénat l'assume comme telle. Elle ne repose sur aucun fondement, ni en fait, ni en droit. Au fond, à l'issue de cette procédure, les masques tombent. On est dans une instrumentalisation à des fins politiques. La tension monte d'un cran quand vient le tour du président de l'Assemblée nationale d'attaquer la Chambre haute. Richard Ferrand devait accompagner le président du Sénat à Lille pour une rencontre avec des étudiants ce vendredi. Il annule via communiqué. Prenant acte de la décision du bureau du Sénat d'utiliser les fonctions de contrôle parlementaire à des fins politiciennes, le président de l'Assemblée nationale estime que ce choix empêche la tenue de ce débat républicain avec des étudiants, considérant que l'on ne peut simultanément abaisser et promouvoir le Parlement. Gérard Larcher annonce en fin de journée qu'il maintient de son côté le déplacement, sur fond d'une crise désormais grande ouverte entre le Sénat et la majorité présidentielle. Le bureau du Sénat a donc tranché hier matin. Il saisit la justice pour tous les collaborateurs d'Emmanuel Macron mis en cause par la commission d'enquête. Ce n'est pas une surprise pour Alexandre Benalla et pour Vincent Crase. Ça l'est davantage pour Alexis Kohler, Patrick Stroda et le général Lavergne. Nous ne nous sommes basés que sur le droit, clament les sénateurs. Explication Jonathan Dupriez. L'issue du vote était incertaine. Les sénateurs ont décidé de transmettre à la justice les cas des 3 hauts responsables de la présidence, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, le général Lionel Lavergne, chef du GSPR, et Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. La commission d'enquête parlementaire leur reprochait d'avoir retenu une part significative de la vérité lors des auditions. Certains membres du bureau saluent une décision cohérente. C'était un rendez-vous à ne pas manquer. Personne n'aurait compris que le bureau déjuge le travail remarquable de la commission d'enquête qui a été menée par Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur et Muriel Jourda, avec la plus grande rigueur, sans jamais aucun dérapage. La commission d'enquête est restée dans son couloir tout du long, en ne mélangeant pas les genres et en respectant scrupuleusement la séparation du pouvoir qui est essentielle dans cette République et cette démocratie. À l'unanimité, les sénateurs ont voté la transmission des cas d'Alexandre Benalla et Vincent Crase. Mais sur les 26 membres du bureau, 6 ont voté contre la transmission du cas Stroda à la justice et 7 contre celle d'Alexis Kohler et Lionel Lavergne, majoritairement des centristes, pour qui le Sénat est allé trop loin. Un certain nombre
mise en responsabilité était superfétatoire. Il y a eu un travail important qui a été fait par cette commission d'enquête, tout le monde l'a reconnu. Ça a été l'honneur du Sénat que de contrôler l'exécutif comme l'a fait le Sénat et la commission d'enquête. Il y a eu une chose peut-être qui est allée un peu trop loin, à mes yeux, et qui n'était pas nécessairement justifiée, c'est la mise en cause d'un certain nombre de responsables au plus haut niveau de l'État. De son côté, le parti présidentiel accuse le coup. Le président du groupe LREM au Sénat dénonce un procès politique. Je considère aujourd'hui que, sans doute, c'est de la part du Sénat une volonté manifeste de mettre à mal l'exécutif. Les sénateurs rappellent toutefois que la décision du bureau ne vaut pas condamnation et qu'elle ne saurait se substituer au travail de la justice. Voilà, dans un instant, c'est le face-à-face. À tout de suite. Bonjour Vincent Capo-Canellas, vous êtes sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis et merci d'être avec nous sur le plateau ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Capo-Canellas, vous êtes membre du bureau du Sénat, vous avez donc pris part au vote hier. Avant de parler du fond de la décision, j'aimerais vous entendre sur les conséquences, sur cette crise qui est ouverte depuis hier entre l'exécutif et le Sénat. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, dénonce une décision qui ne repose sur aucun fondement. Stanislas Guerini parle de procès politique. Vous leur répondez quoi, vous qui êtes membre de ce bureau et qui avez voté hier? Je crois que d'abord le bureau a joué son rôle, le Sénat a joué son rôle de contrôle. Ensuite, il y avait une instance qui était chargée, à la suite des recommandations de la Commission des lois, de porter une appréciation juridique pour savoir s'il y avait ou non parjure. Et là-dessus, il y a eu un débat. Alors, je comprends que ça suscite des réactions. Il y a peut-être un peu des surréactions quand même. La situation n'était pas simple à dénouer. Il y a eu une recherche de différentes hypothèses. Et le bureau s'est arrêté sur une hypothèse qui est quand même plus modérée qu'on ne l'a dit, puisqu'elle distingue clairement le cas de M. Benalla Kras d'un côté, Stroda, et puis enfin les autres collaborateurs du président. Encore une fois, on ne va pas parler tout de suite du fond de la décision, plutôt sur les réactions, sur les conséquences pour l'instant. Vous parlez de surréaction, une surréaction de l'exécutif? Il y a une surréaction qui était attendue, parce que dès lors que la mise en cause se porte en direction des proches du président de la République, son directeur de cabinet très fortement, un peu moins sur les autres collaborateurs, il était attendu que l'exécutif réagisse et que la majorité de l'Assemblée, évidemment, émette plus que des doutes sur la décision qui allait être prise. Et ça, on le savait, c'était les conséquences qui pouvaient être facilement visibles. Comment vous ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise politique majeure quand le Premier ministre ne se rend pas à la séance de questions d'actualité, quand Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, refuse de se rendre, de se déplacer avec le président du Sénat, Gérard Larcher, aujourd'hui? C'est une crise politique majeure aujourd'hui? C'est une crise dans les relations entre le Sénat et l'Assemblée, dans les relations entre le Sénat et l'exécutif. Crise au sens de paroxystique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où chacun marque ses positions. Le Sénat a pris une décision, le bureau, hier. Je ne l'ai pas approuvée telle quelle, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et il était attendu que tout ça se traduise par des soubresauts. Alors, est-ce que ça va durer? On verra bien. Je pense que la réforme constitutionnelle, par contre, a plus que du plomb dans l'aile. Et chacun est un peu dans son rôle. Comment on sort de la crise? Aujourd'hui, Gérard Larcher répond « Je ne suis en guerre contre personne ». Comment on va en sortir? Parce que justement, dans la perspective de cette réforme constitutionnelle, tout est très mis en péril, tout est périlleux aujourd'hui. Je pense que le fil du dialogue pourra être retrouvé une fois les passions retombées. Voilà. L'absence du Premier ministre hier, c'est pas la première fois. Ce qui est nouveau, c'est que le Premier ministre était absent, mais de manière volontaire, pas contraint par l'agenda ou pas contraint par un déplacement. Donc c'était une absence assumée. Le président Larcher saura retisser les fils du dialogue, mais je pense que sur ce qui était la recherche d'un consensus possible, sur l'idée d'un Sénat qui soit parfois une instance qui soit non alignée, moins qu'un contre-pouvoir, cette idée-là, elle a reculé. Moi, je suis pour un Sénat non aligné, qui parfois marque des différences, mais qui sache aussi bâtir de consensus. Et je regrette que cette vision-là du Sénat, elle soit en recul depuis hier. Sur cette position politique qu'aurait tenue le Sénat, en quoi le Sénat serait sorti de son rôle, puisque c'est ce que nous explique l'ensemble de la majorité présidentielle depuis hier? Alors d'abord, il y a une particularité, c'est que la Commission des lois aurait pu d'elle-même choisir de statuer et de transmettre ou pas au parquet. La Commission des lois a choisi de politiser le sujet en demandant au bureau de Sénat de trancher à sa place. Donc ça a donné un retentissement beaucoup plus fort à une décision qui aurait pu au fond être technique et juridique. Ça c'est l'élément majeur. C'est pas au contraire que c'était plutôt neutre de s'en remettre à la décision du bureau du Sénat où tous les partis politiques, tous les groupes politiques sont présentés et justement et ensuite votent, c'est plus neutre.
Je pense que ça a donné plutôt un retentissement. Voilà. De ce point de vue-là, j'aurais préféré la première version des choses parce que c'était dans la foulée du rapport. Le président pouvait, avant que le rapport soit publié, régler tout ça et choisir de lui-même d'éviter une crise politique. C'était impossible d'éviter cette crise politique dès lors que le choix avait été fait de transmettre la patate chaude, si je puis dire, au bureau du Sénat. À votre sens, le bureau du Sénat ne s'est pas basé que sur le droit pour prendre sa décision ? Le bureau, c'est une instance qui représente chacun des groupes politiques, donc c'est une instance politique qui a dû trancher un sujet technique et un sujet juridique. Celui qui donnera le clap de fin, c'est quand même le parquet. Et c'est le procureur de la République qui va dire si le bureau du Sénat était dans la bonne voie lorsqu'il a considéré que M. Stroda, en particulier, avait commis un parjure. Moi, j'ai plus qu'un doute là-dessus. Voilà, donc le débat va être à ce moment-là. Et le bureau s'est fondé sur des éléments juridiques, mais on sait tous que dans la palette des solutions juridiques, il y avait plusieurs options. Et donc, ça a bien été une décision politique in fine. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on entende la réaction hier de Jean-Pierre Sueur, qui est le vice-président de cette commission d'enquête, justement. Est-ce qu'on veut que dans ce pays, il y ait un pouvoir de contrôle du Parlement ? Si on veut qu'il n'y ait pas de pouvoir de contrôle du Parlement, qu'on le dise. Mais alors on va être dans une drôle de république. Ça ne va pas être dans notre tradition. Et si le pouvoir de contrôle est exercé par des parlementaires, ce sont des parlementaires qui ont tous une étiquette politique. Mais ils ne sont pas là au nom de leur étiquette politique. Combien de fois faudra-t-il le dire à M. Marseille qui dit voilà, c'est la collusion, mais ce n'est pas du tout la collusion. Nous sommes des parlementaires. Nous faisons notre boulot de parlementaire, qui est de rechercher la vérité. Nous l'avons fait. Et alors aujourd'hui, que voulez-vous que dise le bureau ? Il n'allait pas contredire un rapport que le gouvernement n'a pas contredit, que le REM n'a pas contredit. Vincent Capo-Canellas, vous nous dites, in fine, c'est bien une décision politique, ce qu'a fait le bureau du Sénat hier. Le Sénat veut aussi montrer qu'il est une force, qu'il est la force d'opposition face à Emmanuel Macron. La singularité, c'est que cette décision a été acquise par une majorité, en fait, qui est une coalition hétéroclite de circonstances, qui est PS-LR. Et donc, c'est en cela que c'est une décision effectivement politique. Voilà. Alors après, le Sénat doit rester dans sa mission, qui est d'être la Haute Assemblée, qui sait aussi apporter un regard juridique, un regard parfois distancié, bâtir du consensus. Et je souhaite que nous retrouvions cette voie-là, parce que c'est ça l'originalité du Sénat. Ça n'est pas de singer l'Assemblée nationale. Et donc, c'est en cela que je regrette que la décision puisse avoir des caractères politiques. Les centristes, votre groupe, vous faites aujourd'hui partie de la majorité au Sénat, la majorité de Gérard Larcher. Est-ce que c'est un coup de canif dans cette majorité ? Est-ce que ça va créer des dissensions et ça aura des conséquences ? C'est clairement un point de désaccord sur la vision du Sénat. C'est-à-dire que nous souhaitons un Sénat qui parfois marque sa différence, parfois marque son opposition, mais qui aussi soit la Chambre qui représente les collectivités locales dans leur diversité. Et la tradition des élus locaux, c'est aussi de bâtir des consensus locaux, c'est aussi ce qu'on essaie de faire au Sénat. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que sur quelques textes, on l'a vu, sur la vision parfois du budget ou sur un certain nombre de choses, il y a les oppositions à Emmanuel Macron qui essaient de s'exprimer. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que plutôt le Sénat soit une force de construction. Oui. Voilà, et je souhaite qu'on revienne au calme de ce point de vue-là et que nos amis LR sachent construire aussi du consensus interne à la majorité. S'ils ne savent pas le faire, là, il y aura un problème. Alors, pour qu'on comprenne un peu ce qu'il s'est passé hier, puisqu'encore une fois, vous étiez présent lors de ce bureau, vous avez participé, vous avez préparé à ce vote, je voudrais que vous nous racontiez un peu comment ça s'est passé. Le journal Le Parisien, on va le voir, nous dit que tous les débats ont été plutôt tendus. Selon certains participants, Gérard Larcher, comme Valérie Létard, la vice-présidente centriste du Sénat, ont déployé tous leurs efforts pour dégager des arguments juridiques susceptibles de limiter les charges retenues contre les collaborateurs de l'Élysée. Vous y étiez, est-ce que vous confirmez ? Il y a eu un débat qui était parfois passionné, mais toujours posé. Et Valérie Létard, en tant que vice-présidente qui était chargée du rapport, et le président Larcher ont exposé une vision, qui est celle qui a été retenue par le bureau. Donc il n'y a pas eu de tractation de dernière minute là-dessus. Par contre, chacun a exprimé des positions. Ça, c'est juste. Donc je crois que la recherche du consensus, elle avait été faite avant. Et j'imagine que le président Larcher et Valérie Létard avaient, en bons politiques qu'ils sont et en bons sénateurs qu'ils sont, regardé toutes les hypothèses. Je fais plus que l'imaginer. Voilà, j'ai quelques éléments de certitude là-dessus. Donc la discussion avait lieu aussi avant. Je pense que c'est là que les tractations ont eu lieu. Au bureau, on a passé un temps
important, parce qu'on a passé plus de 2 heures sur ce sujet-là, mais des discussions dans le calme, où j'ai notamment exprimé mes doutes très forts sur la mise en cause de Patrick Stroda, et puis aussi indiquer que la dernière partie de la décision du bureau, qui au fond dit on va transmettre l'ensemble des déclarations des collaborateurs du président, me semblait totalement superfétatoire du point de vue juridique. Ça n'a pas de sens. On ne transmet pas au parquet des déclarations en disant regardez ce que vous pouvez en faire. Ça n'a aucun sens juridique. Superfétatoire, c'est également le qualificatif employé par Réveil Marseille. Très rapidement pour terminer, un mot, est-ce qu'on sait qu'il y a eu des coups de fil? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce que vous avez subi des pressions pour votre vote? Alors je suis désolé de vous dire que je n'ai subi aucune pression. C'est sans doute très dommageable pour moi en termes de considération peut-être. Voilà, j'avais en tout cas exprimé une vision qui était celle d'un Sénat serein, qui marque des différences, qui aussi sur Benalla écrase dit clairement les choses et qui ensuite fasse la part des choses entre des vraies mises en cause pénales, parce que la vraie affaire, c'est celle de M. Benalla, de M. Kras, qui est une affaire, elle, pénale, voilà, et moins l'affaire de mise en cause du président, collaborateur du président, qui d'ailleurs aurait presque pu refuser de venir devant la commission. Souvenons-nous-en. Vincent Capo-Canellas, votre mémoire de citoyen, d'homme politique, à quel moment dans l'histoire récente, on va dire, le Sénat s'est trouvé à ce point-là en opposition et politique avec l'exécutif ou contre l'exécutif? On a tous en mémoire le précédent avec le général de Gaulle, et on sait qui était sorti vainqueur. Je pense qu'il faut que l'exécutif respecte le Sénat, bien évidemment, et qu'on sache aussi redécouvrir que le consensus se bâtit des deux côtés. Donc 40 ans à peu près. Voilà. Il y a 40 ans. Eh bien effectivement, c'était 69. Merci Vincent Capo-Canellas. Merci beaucoup. L'agenda au Sénat. Alors, la semaine prochaine, des temps forts, bien sûr. Il faudra suivre dès mardi prochain, 14h30, la suite de l'examen du projet de loi sur les mobilités, le texte, la réforme sur les transports de demain. Le même jour, 16h45, prochaine séance de questions d'actualité à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne dans un contexte particulièrement tendu. Vous venez de le voir. Et puis le lendemain, 14h45, la commission des lois continue ses auditions sur les violences, sur les événements à Paris, qui ont émaillé les manifestations de samedi dernier à Paris, le 16 mars, après Christophe Castaner et Bruno Le Maire. La commission des lois entendra tout l'après-midi les syndicats de police, puis Éric Morvan, le directeur général de la police nationale. Voilà pour l'agenda. On passe maintenant à l'AE2. Quentin Calmet, journaliste politique à Public Sénat, qui a beaucoup de choses à nous raconter sur ce qui s'est passé hier. Bonjour Quentin Calmet. Quelle journée. Oui, voilà. Tout à fait. Une chronique aujourd'hui, bien sûr, consacrée intégralement, sans doute, aux réactions à ce qui s'est passé hier au Sénat après la décision du bureau du Sénat. Beaucoup de réactions, beaucoup de tweets. Voilà, Vincent Capo-Canellas vient de parler de crise politique. Et bien effectivement, ça s'est vu sur les réseaux sociaux avec cette forte tension entre les sénateurs de tous bords et les députés, notamment LREM. Ça a commencé comme cela. Regardez par exemple ce qu'a pu écrire tout d'abord Aurore Berger, qui est porte-parole pour le groupe LREM à l'Assemblée nationale. Elle a fait un tweet où elle a écrit « Détourner nos institutions au profit d'un procès politique ». Un procès politique, c'est un mot qui va beaucoup revenir dans la journée, dont l'issue était connue à l'avance. Voilà ce que dit la décision du Sénat. S'attaquer à l'entourage du président de la République et à des hauts fonctionnaires qui servent l'État ne grandit pas l'institution. Eh bien, ce reproche adressé par Aurore Berger, cela n'a pas du tout plu à Philippe Dallier, vice-président LR du Sénat, qui était d'ailleurs au bureau le matin. Il lui a répondu dans un tweet et il a écrit « Commentaire honteux de la part d'une parlementaire ». Philippe Dallier, donc vice-président Les Républicains du Sénat, qui a également répondu à un autre député En Marche. Voilà. Au fur et à mesure de la journée, cette crise politique s'est vue de plus en plus, avec Sacha Houlié, qui a eu des mots extrêmement durs sur le Sénat. Il a écrit « Coup de force du Sénat qui s'érige en accusateur public, la confusion des genres est totale, sa méprise sur son rôle est une forme de déconnexion, celle-ci devra être traitée ». Une phrase perçue comme une menace par les sénateurs qui l'ont dit sur les réseaux sociaux. Et Philippe Dallier notamment, regardez, il a écrit « Méconnaître à ce point la Constitution et proférer des menaces, voilà où en sont rendus les députés LREM consternants ». Ambiance, les sénateurs qui ont expliqué la décision du bureau sur les réseaux sociaux, ils ont tenté de s'expliquer. Voilà, tout à fait. Ils étaient nombreux à saluer le renvoi au parquet de l'intégralité des soupçons de faux témoignages.
témoignages. Regardez par exemple le président du groupe LR, qui, on le sait, militait en coulisses depuis plusieurs semaines pour ce renvoi. Il a écrit sa fierté d'un Sénat qui joue son rôle de contre-pouvoir, et il a ajouté une pique au passage. Tant pis si l'idée d'un contre-pouvoir n'est pas encore une notion familière pour certains, ils finiront par s'habituer. Et on citera également une autre pique, celle de Marie-Pierre de la Gontrie, qui elle aussi a beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux, et ça nous a fait sourire. Elle a écrit « Le Je veux une impunité zéro de Christophe Castaner a été entendu par le bureau du Sénat ». La tension hier était donc palpable entre l'exécutif et les sénateurs, au point qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, a décidé de boycotter la séance de questions d'actualité. Voilà, tout à fait. Et alors là, lorsque les sénateurs s'en sont rendus compte, tout d'abord dans l'hémicycle, ils ont demandé « Il est où ? Il est où ?» On pouvait entendre ce cri lors des questions des sénateurs, lorsque les questions étaient adressées à Édouard Philippe, et ensuite sur les réseaux sociaux, lorsque l'information a été effectivement diffusée, que ce boycott était volontaire, que sa présence était effectivement quelque chose, voilà, un signe renvoyé aux sénateurs, eh bien les sénateurs ont réagi comme Christophe Frassa. Il a écrit « Tout petit, lamentable, pitoyable, mesquin, minable, forcément minable ». C'est dire à la colère, à l'intensité des reproches des sénateurs hier. Le mot lamentable, d'ailleurs, il a été repris aussi à gauche par la sénatrice ammoniste Sophie Taillé-Polian. Elle a écrit « Quand le Sénat fait son devoir dans l'affaire Benalla, Édouard Philippe déserte le sien. Répondre aux parlementaires durant les QAG, les questions d'actualité, scandaleux et lamentable, donc, et une attitude d'indignation partagée donc à droite comme à gauche de l'hémicycle. Dernière étape dans cette journée d'hier, l'annulation, ça c'est aujourd'hui, l'annulation par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, d'un déplacement qui était prévu à Sciences Po à Lille, en commun avec le président du Sénat, avec Gérard Larcher. C'était tout un symbole, les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui devaient aujourd'hui, lors d'une conférence à Sciences Po Lille, parler du bicamérisme et du bienfait des deux chambres du Parlement. Et bien donc Richard Ferrand a annoncé qu'avec la décision du bureau d'hier, il annulait son déplacement, et il a dit dans un communiqué « On ne peut simultanément abaisser et promouvoir le Parlement ». Cette phrase a fait réagir Marie-Noëlle Lienemann, qui a commenté « Étrange attitude de la majorité gouvernementale », et elle a fini son tweet un peu plus bas en disant « Tout ça peu républicain ». Voilà, une escalade des mots, effectivement, qui démontre bien la puissance de cette crise entre le Sénat et l'exécutif. Merci Quentin, et je rappelle juste que pour les téléspectateurs, ils peuvent revoir sur le site publicsénat.fr votre documentaire sur toute cette affaire Benalla. Merci Quentin. Avec le Premier ministre, c'était en route, marcher vers le Sénat. Exactement, il a fait demi-tour. Il est passé à midi devant la rédaction de Public Sénat, on l'a vu passer, et ils l'ont passé devant le Sénat. On pensait qu'il allait, bien sûr, aux questions d'actualité qui étaient à 15h. Il a fait, effectivement, un autre... Avant que décision soit prise, effectivement, de ne pas se rendre aux questions d'actualité. Merci Quentin, on passe à la revue de presse dans un instant. La une de la dépêche du midi, Sénat-Élysée, c'est la guerre, on continue. Le gouvernement ne cache pas sa fureur après le vote du bureau du Sénat qui décide de transmettre à la justice les cas d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. Édouard Philippe a donc boycotté la séance de questions d'actualité, un geste rarissime. Richard Ferrand a lui annulé une conférence commune avec Gérard Larcher. La majorité présidentielle parle d'un procès politique. Je ne suis en guerre contre personne, leur répond Gérard Larcher. Et puis toujours dans la dépêche du midi, l'heure du souvenir. Un an après les attentats de Trèbes et de Carcassonne, demain, des cérémonies sont programmées à la caserne Iéna, à Carcassonne et sur le parvis de la mairie de Trèbes. Ce n'est plus Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui est attendu dans l'Aude demain pour présider aux deux temps des commémorations programmées, mais bien le Premier ministre Édouard Philippe. Et puis à la une de Sud-Ouest, tout à fait autre chose, mais c'est la ruée vers le nouvel or vert à la une de Sud-Ouest. Premier bassin de production français, le Sud-Ouest s'est engagé sur le marché, engouffré sur le marché des protéines végétales en misant sur le soja. En 10 ans, la production de soja a été multipliée par 5. Reportage à Vic-en-Bigorre, dans une usine qui traite 25 000 tonnes de soja par an. Le nombre d'agriculteurs cultivant du soja dans le département des Hautes-Pyrénées a été quadruplé en 4 ans. À la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest, c'est Leclerc qui
qui est à l'offensive, lui, contre Amazon, la société américaine. Pour contrer Amazon, Leclerc se dote d'une plateforme mécanique de 6000 m². Ils embauchent 80 personnes. Socamen, c'est la coopérative d'approvisionnement des magasins Leclerc dans l'Ouest, qui vient de se doter donc d'une plateforme à Champagné, c'est dans la Sarthe, 6e centrale d'achat du groupement à le faire. Nous avons pour objectif, notamment grâce à nos drives, de réaliser 10% de notre chiffre d'affaires à partir du digital d'ici 2020. Amazon, nous allons résister, nous allons gagner, explique Michel Douard-Leclerc dans une interview à découvrir dans la Nouvelle République. Aujourd'hui, c'est la journée de l'insomnie, le sommeil, le cauchemar des nuits blanches à la une de la Charente Libre. Voilà, journée du sommeil, insomnie aux nuits trop courtes. Les Français dorment en moyenne 6h42. C'est peu, trop peu. On dort de moins en moins et de moins en moins bien. La faute au téléphone portable, aux tablettes et autres ordinateurs qui troublent notre sommeil, ce qui engendre des conséquences néfastes sur notre santé. Comment lutter contre les insomnies, améliorer son sommeil, témoignage et surtout conseils de spécialistes. Le premier conseil, avoir une activité physique régulière de 30 minutes et s'exposer à la lumière du jour quotidiennement pendant plus d'1 heure. Voilà. Merci beaucoup Saveria et bon sommeil ce week-end si vous voulez un peu récupérer. Voilà, à partir de lundi évidemment on continue à suivre toute cette actualité parlementaire avec ce bureau du Sénat qui a saisi la justice sur le cas de ces 3 collaborateurs clés du président Macron. Merci à vous. Dans un instant, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français des Outre-mer. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. On se retrouve après. Très bonne journée. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Guerre ouverte entre le Sénat et l'Élysée sur fond d'affaires Benalla. La commission d'enquête parlementaire a décidé de saisir la justice pour faux témoignages. Dans le viseur, Alexandre Benalla, son ami Vincent Crase, mais aussi 3 très proches d'Emmanuel Macron. C'est une forme, pardonnez-moi, de lâcheté de la part de l'institution, parce qu'on voit bien que c'est le président de la République qu'on cherche évidemment à atteindre. Et du coup, comme on ne l'attaque pas politiquement, eh bien, on cherche à attaquer ceux qui l'entourent et qui servent l'État. Cette décision ne repose sur aucun fondement, ni en fait, ni en droit. C'est donc une décision politique qui a été prise par le bureau du Sénat. Non, mais cette indignation, on aurait fait de la politique. Certains disent que c'est un tribunal politique. Oh, écoutez, vous croyez qu'on est au Sénat pour cueillir des coquelicots, à votre avis? La vraie manipulation, on la voit, à peine la décision prise, le Sénat dit eh ben ça va être difficile pour les collaborateurs du président de la République de continuer à travailler à l'Élysée. On voit bien l'instrumentalisation politique. Ni l'Élysée ni Matignon ne comprennent que nous sommes dans un pays où l'exécutif doit rendre des comptes au législatif. Moi, j'ai pas assisté à toutes les auditions, mais toutes celles à laquelle j'ai assisté, on a en face de nous des gens dont, et c'est ce que dit le rapport, qui retiennent, on sent bien qu'ils retiennent une partie de la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à cacher? Tout le monde est mouillé dans cette affaire. Enfin, cette affaire, elle a fait imploser le cabinet Macron. Monsieur Emelien, Monsieur Faure, Monsieur Collomb. Parce que si Monsieur Castaner est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, il faut quand même le rappeler, c'est parce que Monsieur Collomb, en anticipant l'affaire Benalla, a démissionné. Donc, c'est pas une affaire Benalla, c'est une affaire Macron. On voit bien qu'il y a une dérive depuis un certain nombre d'années où on ne sait plus très bien à quoi servent les commissions parlementaires et je crois que certains veulent leur faire jouer un
un rôle de quasi-tribunal et ce n'est pas sain pour notre démocratie. Arrêtons l'arrogance. Certes, le Sénat ne plaît pas dans la décision qu'il a prise ce matin, mais ce n'est pas parce que nous ne plaisons pas qu'elle n'est pas pour autant juste. Les scènes de samedi nous le montrent. La violence est montée d'un cran. Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée. Les militaires, ils sont là pour faire la guerre. Le maintien de l'ordre, c'est un métier tout à fait spécifique. Le fait de faire des annonces à l'emporte-pièce, Benjamin Griveaux qui annonce l'utilisation de l'armée, le chef d'état-major des armées n'est même pas au courant. Tout ça n'est pas sérieux, ça en dit long quand même sur une forme d'amateurisme et sur une forme de fébrilité des pouvoirs publics. En tant que gilet jaune, je suis en train de regretter la manière dont évolue le mouvement. J'en ai assez de cette violence, j'en ai assez de ce pourrissement qui défigure finalement notre mouvement originel. Et je pense sincèrement qu'il est temps que l'on passe des ronds-points aux urnes. Voilà, nous rendez-vous du week-end. Demain matin, le JT des territoires. Dimanche matin, territoire d'info. Et lundi, eh bien, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen, qui sera notre invité. Il sera évidemment beaucoup question du Brexit. Bon week-end à tous et merci.